The National Apprenticeship Program (NAP) in Ghana is a government initiative aimed at addressing youth unemployment by providing free, high-quality vocational training and skills development. It offers hands-on training under qualified master craftspersons, combining classroom instruction 30% with workplace learning 70%. Furthermore, the key aspects of the program is to focus on skills development, hands-on training inclusivity, nationwide reach, certifications and pathways, priority sectors, and long-term impact. Wednesday, 30th of April 2025 in Tamale at the University of Development Studies Auditorium, Dongu Campus, the National Youth Authority (NYA), with the auspices of the Government of Ghana, launched the National Apprenticeship Program. The President, His Excellency John Dramani Mahama, in addressing the congregation, recognized the commencement of the apprenticeship program. In our 2024 People's Manifesto, we made a bold and deliberate commitment, and I quote, we said we will create 1 million jobs for the young people. The National Apprenticeship Program is a major step towards fulfilling that promise. Through this initiative, we seek to provide structured, high-quality vocational training to over 500,000 young people. Young Ghanaians over the next 5 years will start with an initial cohort of 10,000 apprentices nationwide. Will deliver comprehensive training in a wide range of sectors. We have agriculture and agro-processing. We'll teach you fish farming. We'll teach you poultry keeping. We'll teach you beekeeping. We'll teach you food preservation. If you want to become or go into craftsmanship, we have various models. We have masonry, we have carpentry, we have plumbing, we have electrical works. In the traditional crafts, we have pottery making, we have bead making, we have weaving, we have leather work. Under fashion and beauty, we have dressmaking, we have hairdressing, we have how to do makeup. Under manufacturing, we have welding, we have furniture making, and we even have basic robotics. Under renewable energy, we can teach you to become a solar technician. We will teach you biogas technology. Under hospitality and tourism, we'll teach you culinary arts, events management, and ecotourism. Under the automotive industry, we'll teach you how to become an auto mechanic, to repair engines, electrical vehicle servicing, and how to use computer to maintain and service vehicles. Under ICT and digital service, we'll teach you software development, data analysis, and graphic design. Each apprentice will receive a stipend and allowance for transport. The National Apprenticeship Program is designed to be inclusive, and we have said that at least 45% of the apprentice trainees must be women or girls, girl children. We've also said that at least 5% of the apprentice trainees must be persons living with disability. Special attention will be given to marginalized and vulnerable groups across the country. We are building an apprenticeship system that will leave no one behind. The Minister of Youth Development and Empowerment, Honorable George Apariado Esquire, described the program as a national promise and acknowledged key partners who are in support of this initiative. As we embark on this journey together, let us remember that every young person we train presents a future filled with possibilities. With the right skills and support, they will be able to uplift themselves, their families, and indeed the entire nation. I encourage all young Ghanaians to embrace this opportunity. We are not only addressing the skills gap in our workforce, but also nurturing the entrepreneurial spirit within our youth. By fostering a culture of apprenticeship, we can bridge the divide between education and employment, ensuring that our young people
and not just job seekers, but also job creators. The CEO of the National Youth Authority, Osman Ayariga Esquire, reaffirmed the authority's full commitment to the success of the program. It's a humbling experience for me. A privilege I do not take for granted. A privilege because a descendant of the great Ndewura Japan took a bold step to empower many young men and women like myself. Empower us to be the architects of today and the engineers of the future. You have put young people at the helm of affairs of various sectors of your government. I assure you, Your Excellency, we will not, we cannot, and we shall not fail you. I therefore make this solemn pledge on behalf of the many appointees you have gathered in your government, that we shall reset this country of ours. Together we shall reset Ghana. Good morning, good afternoon, and a very warm welcome to everyone joining us from within the continent and beyond. My name is Deborah Delasia Koto-Tamaklo, and I am honored to be your moderator for today's YES-PACT Learning Series, organized by the African Center for Economic Transformation, ACET. Today, we are actually delighted to host this important conversation under the theme, Empowering Youth Through Strategic TVET Reforms in Côte d'Ivoire. This session brings together policy leaders like yourselves within the space, industry players, and key stakeholders, as well as young people, to advocate, to explore how countries can unlock the potentials of their TVET system and ultimately improving employment outcomes for young people within the continent. Today's event is part of our Brother YES-PACT initiative, which brings together over 150 members across our 6-country, Ghana, Ethiopia, Côte d'Ivoire, Niger, Rwanda, and Uganda. We are thrilled to have all our 6 YES-PACT chapter members represented here today. But before we begin, I would like to give a quick housekeeping pointers here. One is to keep your microphones muted during presentations. You can also type your questions in the chat box at any time, and would have a dedicated Q&A session shortly. This session is also being recorded, so we'll be sharing this on our YES-PACT portal after the event, should you want to go back and listen into some of the important discussions and highlights coming from today's YES-PACT Learning Series. Now, allow me to acknowledge our distinguished speaker and panelists. We have Simplice Honorega from Côte d'Ivoire, General Inspectorate for TVET. We have Jeanette Ga-Legueux, Executive Director of DIDEPAS and a leading voice for inclusive development in Africa. We also have Teshome, the Vice Dean from the Productivity Improvement Center in Ethiopia, and Dumbia Musa, TVET specialist and coordinator at UNESCO. I'm also pleased to equally welcome Nicodemus Derry, the National Coordinator for Ghana's National Apprenticeship Program, who will be sharing his experience as well. Now, to formally kick off today's event, I have the pleasure of inviting Dr. Ed Brown. He is the Senior Director of Research, Policy and Programs at the African Center for Economic Transformation, ACET, which focuses on fostering economic transformation across Africa. With over 3 decades of experience in economic policy and development, Ed has been very instrumental in shaping ACET's strategic direction. He has previously served in leadership roles at the World Bank and has very much profound understanding of African economic issues, policy analysis, and program management. Today, he will help us set the stage for providing critical context on Africa's demographic opportunity, the state of youth
employment and the promise and challenges of TVET reforms, not just in Côte d'Ivoire, but across the region. A very warm welcome to you once again, Ed. Over to you. Thank you so much, Deborah. Good morning, everyone. As Deborah has highlighted earlier on, I'm particularly honored to welcome you all to this event, which is one in the series of events that ACET undertakes through the YES-PACT process. And I believe that many of you are already know what the PACT means. It's Pan-African Coalition for Transformation. It has been a platform that ACET set up in 2016, following our much larger conference on African transformation that was held in Rwanda. And the PACT platform offers opportunities to bring like-minded countries together around a common theme, which ensures that there can be knowledge sharing and support across the countries. And the focus being multi-country offers us an opportunity to continue to see how these countries can better align their policies and regulations to the issues that are at hand. So let me also welcome all the participants, particularly those that Deborah has highlighted. We said we have 6 countries currently under the YES-PACT program: La Côte d'Ivoire, Ethiopia, Ghana, Niger, Rwanda, and Uganda. And also, I would like to acknowledge and welcome policymakers, industry players, and stakeholders, donors also, and partners who have played instrumental role in supporting the YES-PACT initiative. More importantly, I think we should also recognize the role that the MasterCard Foundation has played in supporting this particular enterprise, and would like to, appreciate and recognize their contribution so far to the processes that ACET and its partners are undertaking. And finally, let me also thank the ACET YES team, which includes Deborah, Mona, and the others, including actually Danzel is online. So this team has been doing a very incredible job in trying to animate and make this process a continuing and sustainable process. But just a brief background, to the PACT itself is the YES-PACT is an extensive knowledge sharing and peer learning platform that brings together different stakeholders, offering mutual support and motivation for developing policies and implementing transformation strategies to address issues of youth employment, gender, education, and labor market. And as Deborah mentioned, the PACT process operates in 6 African countries, which I have already highlighted, and actually covers about 150 active members. So this has become a major enterprise which is helping to share knowledge and transfer experience, and also help to influence policy at the country level. But at the same time, I think one of the objectives of the PACT is to see how the countries can begin to align their policies and regulations in order to create the right synergy and leverage these activities to support labor mobility across the various countries in Africa. So I think that is very critical. And we all know that Africa is perhaps the last bastion of population growth. African population is still growing around 2%, 2.1, 2.2%. And for some countries, it's even growing much more. And the whole issue of, the youth population, particularly under 35 population, which is continuously growing, offers both an opportunity, but also can be a bane if we do not harness and build the capacity of the youth in order for them to exercise their full potential. So it's very, very important that we focus in on the youth employment and skills.
It's important because the demographic bulge offers opportunities for growth and transformation, but it also can become a bane, because if you do not actively and accelerate support to strengthen and build the capacity of the youth, we are bound to fail. So it's important that we equip the young with skills, tools, and opportunities to engage in meaningful work. And this is very important, and the challenge still remains. We are nowhere near what we expect to do, particularly in the fast changing global financial and development landscape, with AI, digitalization, and all that coming into being. We need to begin to equip our youth in these areas. The TVET offers a tremendous opportunity to address this challenge, but at the same time, we recognize that the challenge can be daunting if we do not necessarily take effective action to deal with them. Some of the key challenges that at least the team has harnessed through various conversation and analytical work, research, and so on. Just let me name about 5 of them. And this is not unique to any particular country. We're going to be listening to Côte d'Ivoire, so we would hear a lot about what is happening and what some of the new things they are doing, and some of the lessons we can draw from them. But generally, there are 5 issues that seem to challenge the TVET sector. First of all, there is clearly an outdated and poorly aligned curriculum. The curriculum is not growing or changing at the pace it's required to equip the population and the labor force with future-ready skills. And that is very, very important. The other issue is the weak governance and institutional framework. In many countries, there are a lot of fragmentation, silos developed, and each individual institution is doing its own thing. And therefore, the synergies that are required to leverage the support through financing doesn't really happen. And the third item that I think is important, because more often than not, there's the need for that partnership between public policy and the private sector. And more often than not, you see that the role of the private sector is much more perfunctory. It is limited to listening and asking questions about what the government is doing, rather than co-creating, the TVET program, particularly in terms of looking at the curriculum and so on. So that is extremely important. The other element, which I think, more often than not, we do not take into account, is the inadequate infrastructure and instructor capacity. In the early 60s, in many African countries, including Ghana, when the education trust system was started by the first president, Dr. Kwame Nkrumah, they capacitated, provided support to all the secondary schools. You would have secondary schools with physics lab, chemistry lab, biology lab, and even carpentry and other labs, which enables the students to acquire the skills, practical knowledge, and so on. But over time, funding issues and lack of foresight has really led to a situation where the TVET system have deteriorated very much. And this has led to a low perception, societal low perception of the TVET. Normally, it's taken as the second best option if you do not go through the normal channels to the university and acquire liberal arts. Sometimes you get some science, training also, but very limited. In fact, if you look at the data in the early 2000s, less than 20% of students in tertiary education are in the STEMs field. Now, many countries are beginning to push on that to try and increase the number of STEMs, students that are in the STEMs field, particularly supporting female enrollment and increasing their participation in those areas. So these are very, very important issues. And around this is the whole issue of coordination and planning. So again, looking at these challenges, there's the need for policy coordination and planning, a coherent approach to looking at the cross-cutting issues, because TVET
is not a sector. It's an amalgam of various areas of work. And I think you saw the clip that was played on Ghana, where the president was identifying some of the key skills areas that they will be training in. So this is very, very important. Now, our objective today, as Deborah had mentioned earlier, is to explore Côte d'Ivoire's current TVET reform strategy and youth development policy, with a focus on how strategic institutional coordination is shaping the relevance, accessibility, and impact of skills training through TVET for the young people. There are two other objectives that this event today is trying to address. First, we want to facilitate dialogue between the YES-PACT chapter members, government actors, stakeholders in education and the workplace to share experiences, highlight lessons from implementation, and discuss innovative solutions to systemic challenges in the TVET sector. So while Côte d'Ivoire offers us a palpable or a case study, the objective is to take this and learn from it and have a conversation around what needs to be done, some of which can be applied generically to all countries. But again, each country is unique in many ways, given the initial conditions. And the third objective is to strengthen multi-stakeholder engagement and policy alignment by creating a platform for cross-sector collaboration, bringing together actors from relevant ministries, the private sector, and the civil society to identify opportunities for joint action and support positive youth employment. So that is why today's conversation is so important. We have these three objectives that we want to put together. We are excited to get some insights from Simplice, the principal speaker, who is the coordinator in charge of administration and students affairs, in the Directorate of Technical and Vocational Education Training in Côte d'Ivoire. He'll be sharing his insights, and from there, I think Deborah will take it on and animate the whole process. Thank you all for coming, and I wish everyone a fruitful and constructive deliberations. Thank you. Thank you, Ed. You've clearly laid out both the urgency and the opportunity that across the continent we must move beyond fragmented strategies and work towards a more coherent, youth-centered system that truly equips young people for the jobs of today and the possibilities of tomorrow through coordinated effort by the ministries and its agencies. On this note, nous allons maintenant attendre directement une perspective nationale sur la manière dont ces réformes prennent forme en Côte d'Ivoire. J'ai le plaisir d'accueillir notre intervenant principal, M. Simplice Honoré-Gare, le coordinateur chargé de l'administration et de la vie scolaire à l'ACET, à l'inspection générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Il va nous présenter les stratégies des réformes actuelles du pays, les défis rencontrés, ainsi que les opportunités émergentes pour renforcer l'automatisation des jeunesse à travers un système de l'EFTP plus coordonné et pertinent. Monsieur Simplice Honoré-Gare, à vous la parole. Je vais essayer de partager votre présentation maintenant. Merci infiniment. Merci, madame. Merci, chers panélistes. Merci de nous associer à ces échanges qui vont nous permettre de bénéficier de l'expérience des experts qui sont sur la plateforme. Et donc, je voudrais dire merci également au ministre Nguessan Kofi qui m'autorise à participer à ces échanges. Comme Déborah l'a dit, nous allons tout de suite présenter donc, notre proposition qui va consister dans un premier temps à vous donner une photographie de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, le diagnostic qui a été fait. Et ensuite, nous allons présenter les défis. Et après les défis, nous allons vous présenter également les réformes qui ont été faites et leur impact
aujourd'hui. Et puis, nous allons nous étendre aussi sur les perspectives. Voilà. Donc, voilà un peu diapo. Je vais commencer. Je n'ai pas la main sur la diapo, hein. Donc, c'est vous qui défilez la diapo. Donc, je voudrais commencer donc par faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous présenter la situation actuelle de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire et en termes d'établissement et en termes de filière également. Donc, au niveau de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire en ce moment, nous avons comme établissement public, nous avons 67 établissements publics et contre 701 établissements privés. Voilà, donc en termes de répartition dans les filières de formation, nous avons pour les établissements publics 29% de filières tertiaires et 71% de filières industrielles. Pour le privé, c'est plutôt 78% de filières tertiaires et 22% de filières industrielles. Diapo. On voudrait également vous présenter la situation des effectifs au niveau de notre sous-secteur pour montrer que jusqu'à présent, le secteur éducation, le sous-secteur de la formation professionnelle n'a que 6% des effectifs de l'enseignement général. Donc, comme vous voyez dans ce tableau, pour les statistiques qui ont été faites en 2022-2023, nous avons au niveau de l'enseignement général 94% et l'enseignement technique de la formation professionnelle n'a que 6% des effectifs de jeunes scolarisés. Voilà. Donc, au niveau du genre, nous avons pour les garçons 51%, pour les filles 49%, et la proportion donc, des filles dans les filières industrielles n'est que de 18%. Donc, vous voyez, on voit que la proportion des filles dans les filières industrielles est relativement faible. Diapo. Nous avons dans ce tableau, dans le tableau suivant, nous présentons un peu la situation actuelle pour montrer que notre système d'orientation est un peu à une faiblesse, un peu défaillant au niveau donc du taux de réussite aux examens qui sont relativement faibles et qui donnent un taux de refus élevé. Et tout cela vient grossir le lot de tous ceux qui sont en attente d'insertion durable, qui sont en attente de scolarisation. Donc, ce tableau montre qu'il y a un stock de jeunes en quête d'insertion qui est aujourd'hui autour de 4 à 6 millions de jeunes qui sont quelquefois des jeunes qui sont non scolarisés, des jeunes qui sont diplômés sans emploi ou des jeunes qui ont été mal insérés. Et donc, malheureusement, notre système alimente chaque année ce stock-là. Diapo. Et nous avons aussi, nous voulons vous présenter un peu le système de l'ETFP au niveau de l'enseignement technique. Ce n'est pas nouveau, ça ressemble certainement à votre système. Nous avons depuis le bas le primaire, donc la maternelle, le CP2 jusqu'à la classe de troisième. Et après la classe de troisième, nous avons les jeunes qui sont soit orientés vers le secondaire, second cycle, l'enseignement général, soit vers, en bleu, l'enseignement technique avec donc les bacs techniques. Et il y a ceux qui vont à l'INSAC pour les bacs artistiques et il y a ceux qui font le choix de venir à la formation professionnelle pour passer donc les CAP, les BT, etc., etc. Voilà un peu comment se présente nos systèmes. Et après cela, cela débouche vers donc l'université, vers les grandes écoles et vers les écoles donc d'ingénieurs. Diapo. Donc, le défi majeur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le chômage des jeunes et l'inadéquation des compétences.
Et l'objectif national, c'est d'accélérer le développement économique et social. Et donc, le rôle central de l'enseignement technique et la formation professionnelle est de former une main-d'œuvre qualifiée et adaptée aux besoins du marché. Donc, la vision, c'est de faire en sorte que des jeunes, de faire des jeunes donc des acteurs autonomes de l'économie ivoirienne. Donc, tout ce qui se fait en ce moment, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là soient des acteurs autonomes de l'économie ivoirienne. Diapo. Et nous avons également la situation donc, des jeunes, vous devez le savoir. Donc, il y a une importante population en quête d'insertion durable. Donc, selon le rapport de NE en 2019, on a 2 millions près de 2 millions de jeunes âgés de 16 à 35 ans qui étaient ni en emploi, ni en formation, ni en éducation. On constate également une croissance démographique qui est très forte. 75% de la population a moins de 35 ans. Et nous constatons aussi que la population ivoirienne devrait, en tout cas avec les statistiques, devrait doubler d'ici 2046. Nous avons fait le constat également que la croissance économique dynamique de 7% par an en moyenne. Il y a donc un besoin croissant en main-d'œuvre qualifiée. Et l'autre constat, c'est l'évolution rapide des technologies, des métiers et des besoins sur le marché du travail. Et donc, il y a donc le manque de qualification des jeunes. Ce manque de qualification des jeunes-là aura naturellement pour conséquence le taux de chômage qui sera plus élevé chez les jeunes, la faible compétitivité des entreprises, l'inexistence d'une masse critique en main-d'œuvre qualifiée pour accompagner l'industrialisation et naturellement une menace pour la paix sociale. Donc, diapo. Voilà. L'ambition donc de l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est de rendre l'enseignement technique et la formation professionnelle plus attractifs afin de susciter davantage de vocations. Donc, c'est cette ambition-là que nous nourrissons, c'est-à-dire, premièrement, augmenter la proportion des effectifs de l'ETFP. J'ai dit tout à l'heure, nous n'avons que 6%. Donc, à l'horizon 2030, nous espérons pouvoir donc atteindre 15%. Et ensuite, fournir à la jeunesse des compétences en lien avec les besoins réels du secteur productif. Donc, faire en sorte que notre taux d'insertion qui, depuis 2022, est de 34%, le faire passer à environ 70%. Diapo. Donc, pour répondre à ces nombreux défis, les défis donc sont nombreux, c'est-à-dire, premièrement, nous devons répondre à l'accroissement des capacités d'accueil de notre dispositif de formation. Nous devons nous appuyer également sur la qualité des formations pour améliorer l'employabilité. Et l'autre faiblesse, c'est la couverture du territoire national en matière d'établissement de formation. Voilà donc les principaux défis qui se présentent à nous. Et pour cela, le ministère, avec le gouvernement, a donc donné cette vision. La vision du ministère, c'est de repenser, de revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'enseignement technique pour soutenir le développement socio-économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Et pour conduire cette vision, le ministère a lancé 2 grands programmes. Le programme de l'Académie des talents et le programme de l'école de la deuxième chance. L'Académie des talents vise à restructurer en profondeur l'ensemble du dispositif de la formation initiale. Et quant à l'école de la deuxième chance, c'est un programme qui vise essentiellement à développer un programme de formation qualifiante de masse, de formation courte à visée d'insertion naturellement. Donc, diapo. Donc, les 2 programmes, l'Académie des talents, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est destiné à restructurer le dispositif de formation initiale existant en améliorant la qualité et la performance des formations, en augmentant les capacités d'accueil et en diversifiant notre offre de formation, en assurant également une couverture territoriale un peu plus améliorée. L'école de la deuxième chance, quant à elle, est destinée
à résorber le stock dont j'ai parlé tout à l'heure, le stock de jeunes de 16 à 35 ans qui ont été sortis prématurément du système, sans qualification ou mal insérés, en leur offrant l'opportunité d'acquérir des compétences professionnelles et d'être accompagnés dans un projet d'insertion si cela est possible. Diapo. Nous présentons aussi ici, dans ce schéma, nous faisons le récap des deux programmes. Vous voyez donc, pour l'école de la deuxième chance, qui à l'horizon 2030 doit pouvoir former et insérer environ 1 million de personnes via la formation qualifiante. Donc, ce stock de jeunes sortis prématurément de nos systèmes scolaires, diplômés sans emploi ou mal insérés, et l'école de la deuxième chance va pouvoir donc les résorber et pouvoir donc leur apporter l'insertion nécessaire. Et l'Académie des talents, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui à l'horizon 2030 doit nous permettre de présenter 15% des effectifs du secondaire et atteindre un taux d'insertion qui s'approche à 70%. Et donc, entre le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, le ministère de l'Éducation nationale, il y a donc nécessité d'avoir des passerelles pour améliorer donc la fluidité. On y reviendra. Nous disons que pour automatiser les jeunes, grâce à des réformes stratégiques de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, plusieurs actions clés sont mises en œuvre. Et l'objectif de ces réformes est de faire des jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'économie ivoirienne, de faire des jeunes des acteurs autonomes de l'économie ivoirienne, en répondant donc aux défis du chômage, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à l'inadéquation des compétences sur le marché du travail. Diapo. Les réformes visent premièrement à améliorer la gouvernance de l'ETFPA, c'est-à-dire améliorer donc la gouvernance, à commencer donc par l'adoption en 2022 de la loi sur l'orientation, la loi d'orientation donc de l'ETFP. Cette loi d'orientation qui vient pour nous permettre d'avoir un cadre renforcé qui va donc nous permettre d'avoir une meilleure situation et une plus grande cohérence des actions menées dans le domaine de la formation professionnelle. Il y a également la réforme des parcours. Donc, au titre de l'amélioration de la gouvernance, on peut noter donc la réforme des parcours de formation professionnelle et des passerelles entre les ordres d'enseignement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les ministères en charge de l'éducation-formation, nécessité avec cette situation de créer donc des passerelles. Donc, le décret de août 2024 vient donc créer des passerelles et il réforme donc les parcours professionnels dans l'ETFPA. Et donc, ce décret vient pour régler le problème de parcours fluidifié et cette réforme des parcours va venir donc nous aider à avoir une meilleure continuité dans les parcours et cela va faciliter donc les réorientations et l'accès à des niveaux de qualification supérieurs, en réduisant ainsi les impasses dans le système de formation. Il y a également l'ouverture des classes préparatoires, technologie et sciences industrielles, ce que nous, on appelle les TSI. Voilà. Donc, il y a également le renforcement des partenariats avec le secteur productif. Donc, le renforcement des partenariats avec le secteur. Donc, ces partenariats vont permettre donc de... vous avez déjà la diapo. Voilà. Donc, renforcement des partenariats. Et le deuxième axe, c'est l'amélioration de l'accès. Dans l'amélioration de l'accès, on a l'ouverture de nouveaux établissements à vocation industrielle et agricole. On a 12 établissements qui vont ouvrir en 2025 et 3 supplémentaires en 2026. Et avec l'ouverture de ces établissements, on aura la création de près de 10 000 places additionnelles dans les établissements publics, avec internat, près de 6 580 lits en internat. Il y a également
dans le cas de l'accès, de l'amélioration de l'accès, la réhabilitation partielle de près de 16 établissements existants. Et concernant encore l'accès à l'ETFP, l'enrôlement de 120 établissements dans une démarche qualité. Donc, la mise en place de la démarche qualité dans près de 120 établissements pour leur accréditation. 120 établissements pour la première phase, et c'est un programme qui va aller sur 3 ans pour permettre à tous nos établissements d'aller à l'accréditation. Diapo. Concernant l'amélioration de l'accès à l'ETFP, il y a également la construction de nouvelles structures publiques dans les régions avec internat, notamment les 7 établissements dans le cadre du projet qu'on appelle le projet AVIC. Il y a donc EBNP, Yamsokro, Korogo, via le projet FKDA, il y a Adaloa, un établissement, Sekobe, des établissements en énergie renouvelable à Yopougon, et 3 projets dans le cadre du projet BID à Dabou, à Agboville et à Delbo. Il faut noter également la réhabilitation, toujours dans l'accès, la réhabilitation et l'équipement des établissements qui existent déjà. L'exemple le plus parlant, c'est le lycée technique d'Abidjan, Cocody, le lycée technique de Boaké et le lycée technique de Yopougon. Nous avons également transformé depuis 2-3 ans, nous avons également transformé 15 centres de formation en lycée professionnel pour les formations en BT industriel. Diapo. Dans le cadre, on a dit que ces réformes visent également à améliorer l'adéquation formation-emploi. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train de faire la rénovation et la réforme du statut de la gouvernance des établissements de l'ETFP et la rénovation de près de 29 programmes d'enseignement, et la formation des agents administratifs et des enseignants, la mise en place des stages obligatoires annuels dans la formation professionnelle et le partenariat pour accompagner les apprenants vers l'insertion. Et la rénovation également, l'élaboration des programmes de formation selon l'approche APC et le développement d'un écosystème pour faciliter l'entrepreneuriat et l'auto-emploi des jeunes. Diapo. Nous avons également, dans ce cadre-là, au niveau donc des réformes qui ont été faites, des réformes qui visent à la formation et à l'insertion de masse. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu la formation de près de 7205 jeunes à travers des formations qualifiantes et de près de 14 627 jeunes par l'apprentissage. La mise en œuvre de projets de formation par apprentissage traditionnel rénové. La formation de près de 4 000 mètres d'apprentissage et de suivi donc renforcé pour donc près de 20 177 apprentis. Nous avons également, dans ce cadre-là, fait la certification de près de 1500 travailleurs dans le cadre donc de la validation de l'expérience VAE. Et l'Académie des talents va donc faire, c'est donc dans le cadre donc de l'Académie des talents qui notamment va nous aider à restituer le dispositif de formation professionnelle initiale pour améliorer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la qualité et la performance, augmenter les capacités d'accueil et diversifier l'offre et assurer une couverture territoriale. Diapo. Dans le cadre également de la formation et de l'insertion de masse, l'école de la deuxième chance, comme je l'ai dit tout à l'heure, va nous permettre de former près d'1 million d'ici l'an 2030 en offrant des opportunités d'accès et en offrant des opportunités d'acquérir des compétences professionnelles et donc les accompagner dans un projet d'insertion en particulier pour les jeunes de 16 à 35 ans qui sont sortis prématurément sans qualification. Et le déploiement de l'apprentissage à travers donc la création des
des chantiers d'application et des centres de formation et des apprentis. Donc, il y a deux centres d'apprentis et il y a un qui est déjà ouvert à Yopougon, un autre va ouvrir bientôt à Gagnoa. Il y a également les projets de formation et insertion émanant du secteur productif et des projets spécifiques pour les populations vulnérables, les jeunes, les prisonniers. Nous sommes donc en contact avec l'armée pour leur proposer donc, des curricula dans le cadre donc, de la formation des jeunes, des personnes handicapées, des enfants en conflit avec la loi, ce qu'on appelle ici les enfants en conflit avec la loi. Ceux-là, il faut également leur proposer des formations qualifiantes de courte durée à visée d'insertion. Les perspectives. Diapo, s'il vous plaît. Les perspectives 2030. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, les perspectives qui se présentent à nous, c'est d'œuvrer et d'opérer maintenant le passage. Non, avant ça. Vous revenez, s'il vous plaît. Donc, opérer le passage à l'échelle des travaux afin d'atteindre les objectifs définis. Il s'agit donc d'aller à la construction de près de 70 nouveaux établissements et la réhabilitation de 28 établissements. Nous aspirons donc à faire la rénovation de 33 curricula, à renforcer les capacités de près de 3000 enseignants, 1000 personnels administratifs, à généraliser la démarche qualité à 100% des établissements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la démarche qualité a commencé avec 120 établissements et d'ici 3 ans, nous comptons couvrir tous nos établissements dans la mise en place de la démarche qualité et les amener à l'accréditation. L'accompagnement de 100% des diplômés vers l'insertion, c'est notre objectif. Le déploiement, on a dit tout à l'heure, nous sommes à 34% de l'insertion. Nous voulons aspirer d'ici là à 70%, sinon à 100% des diplômés vers l'insertion. Et le déploiement sur l'ensemble du territoire des formations qualifiantes pour répondre aux besoins des jeunes. Et naturellement, l'encadrement de tous les jeunes intégrant donc l'apprentissage traditionnel. Bon. Deuxième pan donc des perspectives 2030, diapo s'il vous plaît, c'est de poursuivre la démarche de modernisation de l'ETFP pour répondre aux mutations de l'économie et aux aspirations des populations. Ce sera donc pour nous l'ouverture des filières, voilà, donc l'ouverture de nouvelles filières qui répondent aux enjeux économiques actuels, TIC, énergie renouvelable, on l'a dit, il y a un établissement d'énergie renouvelable qui va ouvrir cette année à Yopougon. Donc, la mode, l'agriculture moderne, etc. L'ouverture de filières de bachelor pour former des techniciens supérieurs et donner des perspectives d'études aux apprenants des lycées techniques. Et la digitalisation des enseignements et des parcours administratifs. Et la réforme des structures sous tutelle et la réforme de la gouvernance des établissements. Ce sont des chantiers qui ont été déjà abordés et que nous espérons poursuivre pour qu'en 2030, nous puissions atteindre les objectifs qui ont été assignés. Comme annexe, et je voudrais ici vous montrer des images qui illustrent un peu ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous avons, donc, dans le cadre de l'amélioration de l'accès, la construction de nouveaux établissements. Et je vous montre ici la construction de structures publiques dans les régions avec les internats. Vous avez EBMP, vous avez le nombre vous pouvez revenir sur la diapo, le nombre vous pouvez revenir sur la diapo précédente. Voilà. On a en même temps le nombre de places que ces établissements viennent nous permettre d'avoir. Et également, EBMP, par exemple, nous avons 2000 places supplémentaires. Avec Yamsoko,
600 places supplémentaires pour les jeunes et 1000 à Korogo, etc., avec tous ces programmes. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, la réhabilitation des établissements existants. Vous avez à l'image du lycée technique qui a été réhabilité, totalement réhabilité. Également le lycée professionnel de Jacquesville et le lycée commercial de Yopougon. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'érection donc de 15 centres de formation en lycée professionnel pour assurer des formations qui débouchent sur des BT industriels en forte demande par l'économie et la société. Diapo suivante. Voilà, je vous présente ici tous les efforts qui sont faits pour améliorer l'attractivité de notre système et la création donc, de passerelles entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'enseignement technique, l'ouverture des formations post-secondaires que nous appelons prépa-TSI pour améliorer donc la qualité. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'amélioration de la qualité, la rénovation des programmes selon l'APC, la mise à niveau du plateau technique de formation, etc. La diapo suivante. Toujours, la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc on a également le renforcement des capacités des ressources humaines. On a recruté, formé des personnels. Non, la diapo d'avant, s'il vous plaît. Voilà. Recruter, former donc des personnels d'encadrement et des formateurs. On a renforcé donc les capacités des personnels. On a fait des stages d'immersion en entreprise, des stages de perfectionnement. Et on a également, dans le cadre de l'école de la deuxième chance, des programmes de formation de masse de courte durée pour faciliter l'insertion professionnelle durable. Donc, dans le cadre de l'apprentissage, la professionnalisation des métiers, le projet de formation insertion avec le secteur privé et le projet pour donc, les populations vulnérables, pour résorber, comme on l'a dit tout à l'heure, l'important vivier des non insérés et des mal insérés. La diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons également, on l'a dit tout à l'heure, voilà, donc on a l'image donc de ce qui est fait au niveau donc de champs écoles, un garage école qui va ouvrir à Yopougon, à Bobo, et le centre de formation des apprentis, le CFA de Yopougon qui est ouvert, et le CFA de Gagnois qui est en attente d'ouverture. La formation par apprentissage, par le renforcement des capacités des maîtres, la validation par acquis de l'expérience VAE. Toujours pour illustrer, nous avons les projets, donc on l'a dit tout à l'heure, des projets qui émanent du secteur productif, la capacité à créer besoin des entreprises. Voilà, nous avons fait un travail avec donc des structures sur le terrain, le secteur productif. À la demande du secteur productif, nous avons fait des formations avec la grande distribution, etc. Nous avons donc des projets pour les populations vulnérables. Et de façon spécifique, il est envisagé des projets en faveur des jeunes filles, des projets en faveur donc, des prisonniers et des projets en faveur des personnes handicapées. On a également l'accompagnement, oui, l'accompagnement de la stratégie transversale, l'Académie des talents, assurée et rénovée, on l'a dit tout à l'heure. Donc, des images donc, qui montrent bien que ce travail a été effectivement fait. La rénovation, l'élaboration des programmes, l'organisation des stages en entreprise et le développement d'un écosystème pour faciliter l'entrepreneuriat et l'auto-emploi, se construire donc équiper le centre de curricula. Il y a donc un centre de curricula qui est en construction qui va nous permettre donc de faire ce travail. Voilà un peu, chers panélistes, chers experts, donc l'économie de la présentation. Comme j'avais seulement 20 minutes, vous avez vu, certainement pour
pour d'autres éléments, je suis allé vite. Certainement que dans les questions, on va revenir sur bien des choses qui vont nous permettre de partager effectivement cette expérience. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gassemplis. C'était une bonne présentation qui est vraiment riche d'enseignements sur la réalité, les réformes et les aspirations qui façonnent euh, l'écosystème de l'ERTP en Côte d'Ivoire. Alors, vous nous avez offert aussi une base solide sur la réflexion et pour aller de l'avant. At this moment, we would open the floor briefly for a few questions based on Monsieur Simply's presentation. But then before we do that, please feel free to pose in your question in the chat box, and then would select one or two to pose that directly. Before we move into the panel discussion, we earlier shared a brief video on Ghana's newly launched National Apprenticeship Program, which did highlight practical efforts to align training with youth employment pathways, an inspiring regional example of TVET reforms in action by the Ghana government. So, and to deepen this conversation, I'm pleased to introduce Mr. Nicodemus Derry, who is the National Coordinator for the National Apprenticeship Program in Ghana, where he leads nationwide efforts to develop skills, promote employability, and strengthen the country's apprenticeship system. He's also a lecturer at community development practitioner and disability rights advocate with years of experience in leadership academia, civic engagement, and social development. Do we have Nicodemus here? Hi, Nicodemus. Hi, Good morning to here. you once again, and thanks for Good joining morning. us. Thank you. Right, so good, doing well. So briefly, within the next 6 minutes, would you want to share with us your experience, from the National Coordination Office and also related government agencies that, brought together their alliance and effort towards working on the National Apprenticeship, the newly launched National Apprenticeship Program this year, including key stakeholders who are collaboratively working to enhance its relevance and responsiveness, as well as Ghana's TVET system in line with this. Would you just want to share with us a brief summary of what the National Apprenticeship Program is about, the efforts that has been made so far, and what it seeks to achieve? And should you have any progress recorded during the past month, it will be great to hear that as well. Right. Thank you, Deborah. Let me comment the team. It's an honor to be here to share insights and to also learn from us. Like many other African countries, Ghana is also blessed with a youth bulge of 38% of the total population of Ghana. As the key lead speaker said, whilst we have this population, if it's not properly managed, we can have challenges emerging out of it. In the case of Ghana, out of this 38%, 12.6% of people aged 15 to 35 are unemployed. Again, if you look at TVET education, if you take enrollment, it's just 2.1% of students that enroll into technical and vocational educational institutions in Ghana. If you put those also enrolling into general educational institutions that run vocational and technical programs, you have approximately 6.5% of our students in upper education, upper secondary level education in Ghana. However, you watch the World Bank statistics and it tells you that 85% of the workforce in Ghana is in the informal sector. Out of these numbers, 60% of the informal workers acquire their skills through informal apprenticeship training. Again, you check and you realize that the
apprenticeship has been part of the traditional fabric of Africa. So before the coming in of colonialism and then the Western form of education that we had education. And so apprenticeship is a formal traditional education in Ghana. So from colonial period to transitioning to independence. After independence, the first president of Ghana, Dr. Kwame Nkrumah, had a radical ambition for industrialization. And so from 1961, technical and vocational education became part of a national strategy to develop and reform skills for building our industrial systems in Ghana. So between 1960 to date, we have had several TVET policies that have come and gone. We had the NVTI come in. We had the Council for Technical and Vocational Education and Training come in. Series of policies came. But whilst we had policy, we also realized that a technical and vocational education and training in Ghana, whilst contributing 40% of GDP, was uncoordinated. There are duplications, and various ministries are running one apprenticeship program or one technical and vocational education program or another. And you have individuals becoming cyclical apprentices in these programs. So you find that a young man trains with the Ministry of Agriculture and is found in the Ministry of Finance apprenticeship program and found under another ministry's program without a track record of the impact of these programs. And so from 2004 through to 2012, World Bank supported other programs. In 2020, the country decided that if technical and vocational education must be the key strategy to reforming the country, and bear in mind that if the president must bath, some artisan has to fix the shower system. It's a plumber that does that. If there are issues of electrification, it's an artisan that comes to do it. If the president's vehicle should have a flyer tire, it's a vulcanizer that goes to do that. We are all neatly dressed because there are people in the fashion industry that are sewing the traditional dresses for us. The barbers, the hairdressers, the market women sell vegetables. The fish and the poultry that is found in the Ghanaian market is largely produced by people who have not gone through formal education, but have learned these jobs on hand, practical, and through apprenticeship. And so in 2020, the government came up with a national apprenticeship policy that sought to centralize coordination of apprenticeship in Ghana. Fast forward, the current flagship national apprenticeship program emanated from the current president promise and pledge to Ghanaians to ensure that out of the about 9.7 million young people aged 15 to 35 that are neither in education, employment, or training in Ghana, there's drug abuse coming up. What do? They must survive. So if the formal institutions cannot provide training for them, we must find the informal sector to train. And that is the core and the goal of the current National Apprenticeship Program, to reduce unemployment, to promote decent work, to ensure that there's coordinated, standardized, and certificated programs in Ghana. The target population for the current Ghana program is not 15 to 35, though the National Youth Policy limits the age of young people, youth, to 35. UN policy says 24. But if we also look at the statistics we have in Ghana, unemployment rate amongst young people aged 36 to 40 years in Ghana is 9%, a little below the 12.6% for people aged 15 to 35. 27% of these aged 36 to 40% are underemployed or in vulnerable or insecure jobs. So if you were to provide apprenticeship targeting 15 to 35, you would have left out a huge proportion of young people in Ghana that could still have a contribution of over 20 years to this country. And so the policy decided that instead of pecking it at the acceptable 35, for accelerated and sustainable job creation, inclusive skill development, we pegged the maximum age at 15 to 40. We are targeting, the program targets young people that are not in school dropouts,
We are targeting inmates, prison inmates, because of recidivism. Once they come out without a skill, they are involved in another crime to go back into prison. We are targeting refugees. And so 45% is also targeting females and 5% for persons with disability. Now, to ensure that the program is successful, it is implemented at an interministerial level, and there's an interagency collaboration also. So there are 6 ministries in the case of Ghana, and these 6 ministries are coordinated by the Ministry for Youth Development and Empowerment, because the apprenticeship is targeting young people. And so the interministerial committee sits at the Ministry of Youth Development. Then we have the Ministry of Trade, Agribusiness and Industry that is in it, because we have agriculture and the business perspective in this. We have the Ministry of Labor, Employment and Jobs Creation, because once you train, you want to create jobs. We may need to exploit the exportation of skills that are trained, and so they are the regulatory body. We have the Ministry of Finance, because the financial muscle and budgetary allocation comes from there. The Ministry of Education, because we have TVET institutions that will provide 30% of theoretical training, while 70% is practical. So we are employing a dual training model. Then we have the Ministry of Food and Agriculture. So from these 6 ministries, we have created interagency collaboration. So under the Ministry of Trade, we have the Ghana Enterprise Agency that is sponsoring or establishing businesses and upscaling businesses. The major aim of the National Apprenticeship Program is to train for self-employment. And so once we finish training, we provide a stipend through the training processes. So this is the model. We recruit mastercraft persons in 9 broad areas. The 9 broad areas, we have agriculture and agro-processing, we have craftsmanship and traditional trades, mechanical and electrical trades, sorry, fashion and textile trades, we have beauty and personal care, ICT and emerging digital crafts, hospitality and tourism, and renewable and sustainable energy. Under these 9 areas, we have 97 different specific skill sets under each of them. So you may pick agriculture and you find that under agriculture, we have a separate curriculum for poultry, fish farming, irrigation, and horticulture, and what have you. So we have 97 different specific skill sets. So mastercrafts in these 9 areas are recruited. Then the CTVET, which is the Commission for Technical and Vocational Education and Training, has the mandate. Nicodemus, before you go into the CTVET area, you have just a minute to wrap up, and then we can to the panel discussion. Right. So in wrapping up, the collaboration, interagency collaboration, is because CTVET provides certification and curriculum development for the program. TVET service manages the training institutions. And so whilst the Ministry of Youth Development under the NYA is implementing, there's a coordinating body, a national secretariat for national apprenticeship coordination. So between the ministries and the agencies, there's also a national implementation committee that brings in people from other stakeholders, federations of professional agencies in these trade areas, the UNDPC are all part of it. But at the end of the day, National Apprenticeship Program is not just a training initiative. It is a catalyst for self-employment and economic transformation. And additionally, it is a process for skills-based social inclusion in Ghana. The program ultimately, we recruit, we train, and whilst we are training, we pay monthly stipend to the apprentices such that attrition rates is reduced. And when they are finishing, we set them up, we provide the basic tools that are required. We monitor for 2 years and ensure that soft skills like bookkeeping and others are added to it. It is still a growing program, and we will draw lessons from the presentations that have come from Côte d'Ivoire and other partner countries. Thank you.
Thank you, Nicodemus. That was a brilliant practical view into how the National Apprenticeship Program is being scaled for impact. One of the interesting things that you mentioned that I find so great about the program is the fact that it's not just a program that has been rolled out, but rather measures have been put in place to make sure that the people who get trained are also being set up. And that way you're also able to monitor after 2 years. So maybe in the next 2 years, we'll be revisiting this conversation to see some of the progress that have been made post the training. We'll now transition into our panel discussion with 3 exceptional voices from our YES-PACT community and development partners. Let's begin with Madame Jeanette Legul. She's Executive Director of DIDA-PASS and a passionate advocate for inclusive development. Then would have our next speaker, panelist speaking in, that's Toshima, who is a Vice Dean from Ethiopia Productivity Improvement Center, who would also bring in a regional insight into institutional capacity and partnership. And finally, we'll be hearing from Dr. Doumbia from UNESCO Côte d'Ivoire, who would help us connect the national TVET reforms effort to global framework and strategies so far. So, Madame Genet, je vais commencer avec vous. Alors, s'il vous plaît, donne un petit ton, juste 8 minutes. Est-ce que c'est possible de nous dire comment le réforme de l'EFPP en Côte d'Ivoire peut être conclue et mise en œuvre pour garantir une inclusion complète de jeunesse en situation de handicap, notamment en matière d'accès, de conception des programmes et l'environnement d'apprentissage. Après ça, vous pouvez aussi partager avec nous les mesures concrètes que le ministre et les institutions de l'EFTP en Côte d'Ivoire peuvent adapter pour s'assurer que le RFM tient compte des besoins divers de jeunesse, notamment les jeunesses femmes et les personnes en situation de handicap. Alors, avez-vous la parole à Madame Jeanette? Ben, je vous remercie. Je remercie notre charmante modératrice. Je remercie également les 2 présentateurs qui nous ont fait vraiment une analyse riche et éclairante concernant le sujet que nous sommes en train de aborder aujourd'hui. Je partage les points fondamentaux qu'ils ont, disons, soulevés, mais tout en reconnaissant la pertinence de leur présentation, je souhaite compléter avec certains aspects à partir de mon expérience sur le terrain en ce qui concerne la situation des jeunes de handicap face à l'enseignement et la formation technique et professionnelle, que j'appelle en fait une exclusion silencieuse mais systémique. En effet, en Côte d'Ivoire, les jeunes en situation de handicap représentent un groupe largement marginalisé dans le système de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Leur parcours est souvent marqué par une double exclusion. D'une part, ils sont très nombreux à être exclus du système éducatif de base, ce qui rend difficile, voire impossible, leur accès au programme de formation technique. Et d'autre part, même lorsqu'ils accèdent à la formation professionnelle et technique, ils sont confrontés à de multiples obstacles qui limitent leur participation réelle et leur réussite. Aujourd'hui, on peut dire moins d'1% des apprenants dans la formation professionnelle sont en situation de handicap. Une proportion révélatrice d'un système encore peu préparé à répondre à leur réalité. Ces jeunes présentent en effet des profils variés qui appellent des réponses différenciées. Certains vivent avec un handicap congénital. Ça veut dire qu'ils ont grandi avec leur déficience
et souvent intérioriser une faible estime de soi. Ils sont rarement orientés vers des métiers techniques perçus comme exigeants et manquent de modèles auxquels s'identifier. D'autres ont acquis un handicap au cours de leur jeunesse à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'un conflit. Leur trajectoire est marquée par une rupture brutale de parcours scolaire, un besoin de reconversion et parfois un rejet des formations où leur handicap est un frein physique et psychologique. Les obstacles qu'ils rencontrent sont multiples et s'impliquent les uns dans les autres. Les infrastructures de formation ne sont pas accessibles, avec des escaliers infranchissables, des salles inadaptées et l'absence de sanitaires adaptés. Les pédagogies ne sont pas inclusives, pas de matériel de braille, pas de langue des signes, peu d'outils adaptés aux déficiences visuelles, auditives ou cognitives. De plus, les formateurs ne sont pas formés à adapter leur enseignement et les mécanismes d'orientation scolaire ne prennent pas en compte les spécificités du handicap. À cela, il faut aussi ajouter les effets dévastateurs de la stigmatisation. Donc, dans un contexte où déjà le handicap est souvent perçu comme une faiblesse ou une fatalité, les jeunes concernés sont victimes de préjugés persistants. Cela affecte leur confiance, leur engagement et souvent les persévérances dans les programmes de formation, ce qui explique des taux d'abandon élevés, même lorsque l'accès initial a été franchi. Donc, face à ces défis, les besoins sont clairs, sont urgents. Il faut des programmes de rattrapage adaptés, une orientation individualisée et un accompagnement psychologique et psychosocial, et surtout des environnements de formation accessibles, aussi bien physiquement que numériquement. Le contenu, sinon le potentiel du numérique, en particulier les outils interactifs, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives, évidemment à condition d'être pensé dès le départ pour être, disons, inclusif. Donc l'absence de modèles inspirants et aussi de mentorat, notamment de formateurs eux-mêmes en situation de handicap, contribue au manque de projection professionnelle de ces jeunes. Pourtant, ils représentent une ressource humaine précieuse pour un pays en quête d'innovation et de justice sociale. Tout à l'heure, vous avez mentionné la question de qu'est-ce que les ministères pourraient faire. Déjà, selon la présentation de M. Ga, les perspectives sont bonnes. Les perspectives sont très bonnes. Il serait bien d'y associer de façon concrète la dimension handicap. Et cela nous invite à mettre en lumière la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées que la Côte d'Ivoire a bien ratifiée. Et cet engagement pris par l'État vise à garantir aux personnes handicapées l'accès à une éducation égale et inclusive, de qualité et gratuite à tous les niveaux. Et il suffirait de domestiquer la CDPH, puis je pense que les ministères, puisque la CDPH déjà invite l'État à créer des points focaux dans toutes les entités étatiques, je pense que la coordination, en plus des perspectives
fera vraiment quelque chose de très prometteur pour les personnes en situation de handicap. Donc, je voudrais m'arrêter là. Donc, D'accord. je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Genet. C'est une bonne perspective et un bon conseil pour Monsieur Ga et pour les programmes de le ministre de l'EFTP en Côte d'Ivoire. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Teshome. Hello, Teshome. Can you hear us? Great. So given your experience leading institutional capacity, yes, we can hear you now. So given Okay. your experience leading institutional capacity development, Yes, I can hear you. yes, we can hear you now. Okay. Right. So would like for you to share with us what practical strategies Côte d'Ivoire can adapt to improve coordination between ministries and TVET institutions to ensure more youth-centered and responsive training system. But also the most important area that would like to hear from you is what lessons can be drawn on mobilizing external support while ensuring national ownership and sustainability of the TVET reform. So in the next 5 minutes, would you like to share with us briefly some good perspectives on these 2 points? Okay, thank you so much for having me, and I would like to thank the coordinator and the host for having such a wonderful program, and appreciate the presenter as well. Just to use my time, if you remember in our first YES-PACT, we briefly try to see how the Ethiopian TV system has been doing. And at that time, we said that 70% of the population were the youngest population, but it's only less than 7% had been having a skill. So this was a big reform agenda for the country. So in this case, one thing that people has to learn from Ethiopia is the alignment or the strategic alignment in the government's taken to construct or to develop or to give emphasis for such big issue of youth employability. So in this case, in back 2022, the Ethiopian Ministry of Labor and Skill has been formulated, and this Ministry of Labor and Skill has integrated 4 different ministries: Ministry of Industry, Ministry of Enterprise Development, and Ministry of Job Fair. So all those stakeholders that we had been said stakeholders, but now they have become at one ministry, so that the ministry having such all these things, the youth that has been graduated from school has a chance to get a job in the case of in the industries, because the industry development is also part of the Ministry of Labor and the Skill. The enterprise development is also part of the labor and the skill, and the job placement also part of the labor and the skill. So this is being Morse as a central coordinator has been a major thing. The other thing is we also try to develop the integrated national TVET strategy, which incorporated from the general and higher education. So in this TVET national TVET strategy, what it mentioned was that in the strategy there was a problem of like, for instance, if the TVET graduates has been completed in level 5, he or she has to move to the higher education to get a degree. But now the national TVET qualification framework has been designed till level 8. So that means till master's degree. That is a big thing. The other point is the industry engagement and the demand-driven cases that you are mentioning is
again, the Ministry of Labor and Skill has established or the system called Labor Management Information System, in which the supplier and the demand has been stated in this big system, so that now even the government knows which area are demand for the industry and which skills has been out of the market. This was the problem, because when we are developing our occupational standard or our training system, since we are saying that it is based on the demand, we make a labor market study without having a centralized information system. Now, the Ministry of Labor and Skill has been developed this system, and people are also registered in that system that on which skills do they have, and which kind of job is available on the market can be easily seen by the users. And the other point is there is a concept of entrepreneurship. Public entrepreneurship has been introduced in every TVET institutions, because so since we are one of the challenges that we face is TVET is more resource intensive, so the training has to be in hand, so that those in hand training has to also be soldable, right? So that the training modality and the training deliverables can be easily sold for the market, so that the trainees and the teachers has got some money out of it. So this is also the other point that has been made by by the ministry. The other point is, as you know, we are at Allah, we are implementing greenery in a larger scale, thanks to our Prime Minister, Dr. Abiy Ahmed. He has been doing these things because of his initiatives, and we also put in our curriculum and give more focus on the entrepreneurship and the green skills as well. So this has been incorporated in our curriculum, in our training modules. So people have to think about the future as well, not only the one that we have now, but for the future, the green skills, the entrepreneurship skills, and the 21st essential skills are very critical for those youths. And we are not only focused for the local market, but also we are provided for the international market by providing high-skilled training for the youth, and we push them to have their own business as well by creating entrepreneurial activities. So the support that we got from those different stakeholders like JIZ, like TUM, is in a JIZ, what we need is we want them to shift or to link up with the industries. So this is what they did. So after they link up the institutions with the industries, it's up to us to make the sustainability. So how we can break the stereotype given for the TVET. So, you know, the people have negative thoughts for the TVET, perceptions, and again industries as well. So this has been broken down by Jazzy, and the Jazzy, by the support of the Jazzy, we send our students, graduated students, to the industry, and the JIZ will pay them their wage for about 6 months. So they give a free service for the industry for 6 months, and the industry sees their skills, and they overtake those graduates after 6 months. You see, this is one thing that we got from JD. And also the other thing is, when we have those skilled trainees, graduates, the industry has been said that our students or our graduates doesn't have communicative skill, digital skill. So we are working in collaboration with TUM and other partners to focus on graduated employability program, so that they get those digital skills and they could easily get in the marketplace. So the sustainability is, once we have that anchor by using those supportive teams, it's up to us, or it's up to the institutes that we are using it. And we also lack the international experience of our teachers, the industry experience of our teachers. So we use those partners to anchor us
to get our teachers or to get our trainers to have such an experience, international as well as local industry experience. So this is the thing that we got from our partners. Thank you, Tashome. That was a brilliant brief of some of the ownership that you just spoke about. So it's great to have some development partners supporting. By the end of the day, there needs to be a national ownership of some of these supports that we're also receiving. So quickly, je vais inviter Dr. Doumbia, but before then, we'll have a pop-up survey pop on the screen right away while Dr. Doumbia is speaking. And please engage with the pop-up survey. However you see this program progress, would like to hear your feedback. It will just take you a minute. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible de prendre juste une minute et remplir l'enquête pour nous? Alors maintenant, je vais inviter Dr. Doumbia. Dr. Doumbia, quel est le rôle de l'UNESCO au niveau mondial et régional dans l'orientation de politique de l'EFTP, y compris à travers sa stratégie pour l'EFTP 2022 jusqu'à 2029? Et comment tel cadre peut-il soutenir des pays comme la Côte d'Ivoire dans l'amélioration de la coordination institutionnelle et de la cohérence stratégique? Alors, Dr. Doumbia, vous avez la parole. Donc, juste 3 à 5 minutes, vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup, Déborah, et merci à l'équipe de ACET pour l'organisation et également aux intervenants de très grande qualité, notamment l'inspecteur Ga qui a fait une excellente présentation. Ça donne vraiment l'image de la réalité actuelle en Côte d'Ivoire, les acquis et les défis. Alors, concernant l'UNESCO, disons que le rôle de l'UNESCO est connu. C'est un rôle d'approcher les États avec des normes, avec des priorités thématiques qui sont acceptées au niveau international. Mais comme j'ai peu de temps, je vais essayer d'être très factuel et pragmatique. La stratégie de l'UNESCO couvre la période 2022 et de 2022 à 2029. Disons que c'est une stratégie basée sur la transition verte. Donc, c'est axé sur à la fois les individus en leur permettant d'acquérir des compétences nouvelles adaptées à cette transition et de travailler et de vivre dans un environnement correct. Le deuxième pan, c'est le volet économique. Quand on parle de transition, ça a des enjeux économiques. Donc, il s'agit de développer des compétences permettant à l'économie de faire une transition vers le développement durable. Bon, tout le monde sait combien de fois c'est important pour l'ensemble du système des Nations Unies, les ODD, de les atteindre à l'échéance 2030. Et le troisième pan de cette stratégie, c'est la société. C'est de développer des compétences pour permettre aux sociétés d'être plus inclusives et plus résilientes. Donc, nous avons vu Madame Jeannette qui a parlé du volet inclusif des personnes en situation de handicap, mais il y a beaucoup de catégories pour lesquelles il y a beaucoup plus d'efforts à fournir, on va dire, pour qu'ils soient mieux représentés dans l'écosystème de la formation en général, mais de l'enseignement technique, de la formation professionnelle en particulier. En matière de coordination des efforts au niveau international, je vais vous parler peut-être de 2, voire 3 choses que l'UNESCO fait, qui concourent aussi à l'implémentation de la stratégie mondiale dont je viens de parler. Le premier élément, c'est l'Académie mondiale des compétences. Alors, je vais évoquer certaines choses et je pourrais envoyer les liens aux organisateurs ou bien si le temps nous permet, les mettre dans le chat pour que les participants puissent voir de quoi il est question. L'Académie mondiale des compétences, en anglais, c'est Global Skills Academy, GSA. Ça vise un peu à faire face, on va dire, à des situations exceptionnelles comme ça a pu être le cas au moment de la COVID-19. Donc, l'UNESCO, en tant que lead sur l'ODD 4, qui est, on va dire, l'éducation, a fédérer les efforts au niveau international en mobilisant des partenaires internationaux qui peuvent être des entreprises, des universités, des gouvernements, des cabinets privés, etc., qui ont des savoir-faire, qui ont des formations, qui ont des modules, afin que ces modules soient mis à la disposition des jeunes pour améliorer leur employabilité.
Donc, notre objectif est de viser 10 millions de jeunes à l'échelle du monde d'ici à 2029-2030. Donc, en Côte d'Ivoire, on a eu l'opportunité de faire une expérimentation avec un peu plus de 300 élèves de certains centres pilotes focalisés sur les métiers de la mode et de la beauté. Et c'était la première fois pour ces élèves-là, pour la plupart en tout cas, de faire des formations en ligne. Donc, ça a permis de montrer que la formation en ligne peut améliorer la qualité de la formation au niveau de notre système de formation en Côte d'Ivoire, mais également de montrer que le potentiel des TIC est un élément à capitaliser pour briser, on va dire, les facteurs bloquants de certaines catégories de population. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'Académie mondiale des compétences. Monsieur l'inspecteur également, dans sa présentation, a parlé de la digitalisation. Et ça tombe bien, toujours à l'occasion enfin, à l'occasion, en tout cas, dans le cadre de la COVID-19, notre bureau régional à Dakar a également fédéré une activité, une initiative qui s'appelle l'Initiative panafricaine pour la digitalisation de l'EFTP. Donc, cela vise à doter les pays de compétences essentielles pour la transition, on va dire, numérique. C'est en trois composantes, hein. La première composante, la Côte d'Ivoire en a bénéficié en 2022. Il s'agit de former une masse critique de personnes ressources dans le pays pour que ces personnes ressources-là puissent aider le pays à faire sa transition numérique, à digitaliser son système. Et la deuxième phase que j'ai eu l'opportunité de conduire l'année dernière et qui est en train de s'achever cette année, c'est d'appuyer les pays pour développer une stratégie nationale de digitalisation de l'EFTP. Donc, grâce à ce mécanisme-là et la mobilisation de l'UNESCO et d'autres partenaires financiers, la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'une stratégie nationale de digitalisation de l'EFTP qui couvre la période 2025-2030. Donc, toutes les étapes sont franchies. Il reste simplement à présenter cet outil-là au ministre pour la restitution, on va dire, institutionnelle. Donc, Déborah, si tu me permets de parler de la troisième chose, je le fais. Si tu me dis que le Vous temps ne avez nous donc permet juste pas. 1 minute. D'accord. Donc, je vais, je vais pas monopoliser la parole davantage. Donc, dire que notre rôle, c'est de fédérer les efforts au niveau international, montrer le chemin à travers des exemples concrets dans certains pays, notamment GSA en Côte d'Ivoire, mais également l'initiative panafricaine pour la digitalisation de l'EFTP. Et évidemment, dire aussi que tout le travail de l'UNESCO sur la thématique de l'EFTP est disponible sur on va dire, sa bibliothèque virtuelle. Et terminer par dire que l'UNESCO a un institut dédié à l'enseignement technique et la formation professionnelle qui n'est pas, malheureusement, qui n'est pas très connu, mais qui s'appelle UNEVOC, qui fait des publications beaucoup en anglais, mais aussi en français également. Donc, en Côte d'Ivoire, on a même des centres UNEVOC qui sont en partenariat avec d'autres centres à travers le monde. Donc, je vais m'arrêter là et puis m'excuser pour la caméra, malgré mes réglages techniques. Je crois que l'image, je n'ai pas pu avoir d'image, donc c'est pas faute d'avoir essayé. Merci beaucoup aux Merci. participants et aux organisateurs. Merci, Dr. Doumbia. Merci pour la présentation et votre perspective. C'était vraiment riche. Thank you, everyone. So we've come to a close of today's YES-PACT Learning Series. Maintenant, je vais inviter Dr. Akpe. Dr. Herman Akpe était un enseignant cherché à l'Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Spécialisé dans le développement économique et le politique public. Dans le cadre de son engagement au sein de l'initiative de YES-PACT, il travaille à l'identification et à la proposition de solutions politiques visant à lutter contre le chômage des jeunesses. Bonjour, Dr. Akpe. Est-ce que vous êtes là avec nous? Vous avez juste 1 minute de nous donner la remarque de clôture. Oh, ok, merci à toi, Déborah. Merci vraiment à tous les participants. Je voudrais vraiment, au nom du représentant, du directeur du CREMID, le professeur Kwaku Clément, également au nom des confrères du CREMID et de tout le YES-PACT Côte d'Ivoire, remercier tous les participants, remercier aussi le présentateur, M. Simplice Gah, qui a fait une fort belle présentation.
Merci à Déborah. Malheureusement, on n'a pas pu avoir mon âge. Je suppose que son emploi du temps était vraiment corsé. Et donc, c'est ça, les mots de félicitations à tout le monde pour la richesse des échanges. Et puis, merci vraiment pour cette initiative qu'on souhaiterait qu'elle se poursuive. Parce qu'on n'a pas le temps qu'elle puisse se poursuivre bien après. On a des réseaux d'échange. En Côte d'Ivoire, on a le réseau WhatsApp avec YES-PACT Côte d'Ivoire. Et au niveau de la sous-région de l'Afrique, on a notre secrétariat ACET qui travaille énormément pour cela. Merci à Denzel, merci à toute l'équipe de l'ACET. C'est par là que je voulais finir. Merci à toi, Déborah. Merci, Dr. C'était vraiment un bon moment avec tout le monde. Thanks to everyone, our speaker, Monsieur Honorega, to our 3 panelists, and to Nicodemus for sharing such a great experience with us. Like I did mention, we'll be coming back in the next 2 years to see what progress updates we have with the National Apprenticeship Program, which was newly launched a couple of months ago. Merci beaucoup, Madame Jeanette. Toshima, thank you very much. Dr. Ed Brown, thanks so much for gracing our event today. So I would want to say a very big thank you to everyone. The video playing after my voice would be the YES-PACT portal, and it would essentially tell you all you'd have to do. Would also be sharing a link in the chat box for you to inscribe. Thank you and have a lovely day. Thank you too. Welcome to the PACT Thank you so portal, much. Thank you. your gateway to accelerating economic transformation across Africa. To log in, simply check your email for the login link, choose a password and enter your credentials to access the PACT portal. Here, members gain access to a wealth of resources, including progress reports, toolkits, forums, and more. Dive into our collaborative platform to connect with like-minded individuals, share knowledge, and drive impactful change. Together, we can transform policies into action and propel Africa towards sustainable development and prosperity. Contribute your insights, expertise, and innovative ideas to YES-PACT's collective knowledge base by submitting an article. Share valuable external articles or research relevant to YES-PACT's mission by submitting external insights here. These can be external resources you believe will be beneficial to the community and PACT chapter members. Discover the dynamic forums on the portal. Engage in insightful discussions on YES-PACT initiatives, policies, and strategies in our dynamic forums. Remember to engage with responses by replying to comments and encouraging further discussion. This way, we can all collaborate effectively and drive impactful change together. Explore detailed reports tracking the advancement of economic transformation efforts alongside practical toolkits. Stay up to date with chapter members, view photos and videos of past events and engagements to see YES-PACT in action. Explore more. Explore our website and discover all the features designed for you. For any assistance, feel free to click the Contact Us at the bottom of the screen.